Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape de l'UAE Tour. Aujourd'hui, c'était Jebel Jaïs. Vous savez, cette arrivée est toujours très compliquée en montagne. 19 km de montée, c'est un petit peu une sorte de Mont Ventoux local qui est pas très facile à passer et c'est toujours difficile avec en plus des gros pourcentages entre 5 et 3 km de l'arrivée. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. On parlera des coureurs au top, des bonnes et dames, comme d'habitude. Je précise également qu'il y a une vidéo sur l'affaire Julien Alaphilippe et Patrick Lefebvre. Alors, je ne sais pas si elle est déjà en ligne ou si elle sera en ligne après cette vidéo de l'UAE Tour, mais vous allez avoir une vidéo donc sur Patrick Lefebvre, Marion Rousse, Pascal Chanteur et Julien Alaphilippe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. YouTube, les shorts, TikTok également, juste après l'arrivée des étapes de cette UAE Tour. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec l'UAE Tour, avec cette étape numéro 3. Jebel Jaïs, c'était une étape avec une montée sèche, donc c'est-à-dire qu'on s'attendait à un sprint en montagne. Ce qui fait que sur le plat, en plus l'échappée n'a jamais pris énormément d'avance, le peloton était assez calme, un peu trop calme, peut-être un peu trop détendu. Et il y a eu la chute d'Adam Yates à 40 km de l'arrivée et son abandon à 10 km de l'arrivée, commotion cérébrale pour Adam Yates. Ça pose encore des questions sur la gestion des commotions cérébrales, mais on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, le rythme emmené par les UAE pendant une grande partie de cette montée, élimination par l'arrière comme d'habitude, mais à 5 km de l'arrivée, on avait encore un bon peloton de 25-30 coureurs et pas forcément des grosses accélérations à ce moment-là. À 3 km de l'arrivée, nous avons une première accélération de Nicolas Prudhomme. Nicolas Prudhomme qui fait un bon début de saison, qui fait une première accélération pendant 300-400 mètres, mais ensuite le rythme du peloton reprend avec toujours les UAE devant. Et puis à l'approche du dernier kilomètre, alors que les coureurs commencent à s'activer légèrement, nous voyons Valentin Paré-Peintre, suivi comme son ombre par Ben O'Connor. Les deux accélèrent à 1 km de l'arrivée. Ils font un écart, 30 mètres, 40 mètres, une dizaine de secondes d'écart sur le peloton. À ce moment-là, au bout de 200-300 mètres, Valentin Paré-Peintre s'écarte et il laisse Ben O'Connor partir. Et en fait, c'est un petit peu un coup du kilomètre, mais en montée, qu'a fait Ben O'Connor. Il a tenu jusqu'à la fin avec 5 secondes d'avance pour s'imposer sur cette étape. Ça a été un gros travail d'AG2R, encore une fois, et on va y revenir du côté de l'équipe française. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, bien entendu, vainqueur du jour, Ben O'Connor. Impressionnant ce que fait Decathlon, AG2R, Citroën Team depuis le début de saison. C'est impressionnant leur réussite, mais aussi c'est une équipe qui n'a pas de complexe depuis le début de saison. C'est-à-dire que c'est une équipe qui se met dans la tête de faire du travail comme ce que fait Lidl Trek, comme ce que font des grosses formations. L'année précédente, on avait peut-être le sentiment à certains moments qu'il y avait peut-être un petit complexe d'infériorité. Là, c'est absolument pas le cas. Et Ben O'Connor fait un super début de saison. Mais encore une fois, l'équipe fait un énorme début de saison. À part Félix Gall, qu'on n'a pas trop vu, parce qu'il devait reprendre sur le Tour d'Andalousie. Et le Tour d'Andalousie ayant été... Enfin, il n'y a eu qu'une étape, donc ça a changé la donne. En sachant, au niveau des points UCI, pour le Tour d'Andalousie, l'UCI en a parlé. Pour une fois, ils ont réagi rapidement. Eh bien, ça comptera pas comme les points d'une classique, ça compte pas comme le classement général d'une course par étape. Ça compte comme une étape, tout simplement. Ils ont pris en compte c'était une étape, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coureurs en fait qui ont participé à cette course, mais qui n'ont pas marqué de points au final au classement UCI. Donc bon, ce voyage en Andalousie n'a pas servi à grand chose pour pas mal d'équipes. Mais du côté de Ben O'Connor. Enfin, Paris-Peintre, il fait une grosse attaque. Hein. Et Paris-Peintre, il a posé vraiment une mine. Hein. Une minace violente. Parce que derrière, UAE, ils n'ont pas réussi à réagir.
Et Lidl Trek n'a pas réussi à réagir. Attila Walter, par exemple, n'a pas réussi à réagir. C'est-à-dire que personne n'a été en capacité de suivre le rythme de Valentin Paré-Peintre. Il le tient 300 mètres. Et après, je me dis, putain, il reste encore 900 mètres à parcourir. En plus, des fois, Jebel Jaïs, il y a un peu de vent. Donc tu peux buter contre le vent sur les derniers kilomètres. Donc je me dis, ça va pas être si évident que ça pour Ben O'Connor. Et puis derrière, il va peut-être exploser. Sauf que l'écart tient. Et je vois le panneau, je vois le début des barrières. Je me dis, on a 700 mètres. Là, déjà, derrière, on n'arrive toujours pas à revenir. Aux 500 mètres, ça revient toujours pas. 300 mètres, ça revient pas. Et là, je me dis, bon, 250 mètres, c'est bon, c'est gagné pour Ben O'Connor. Mais énorme effort de Paré-Peintre. Et il ne faudrait pas oublier non plus le rythme qu'a mis Nicolas Prudhomme. Parce que Nicolas Prudhomme, il a décidé d'accélérer à 3 bornes de l'arrivée, aux alentours de 3 km de l'arrivée, mais il fait aussi une grosse accélération et ça a mis en difficulté des équipiers. À ce moment-là, il y a un Bora par exemple qui s'écarte. Et ça a mis en difficulté également les équipiers de la UAE. Et peut-être que si Prudhomme n'avait pas fait cette accélération-là aux 3 km, peut-être que ça aurait été plus compliqué pour Ben O'Connor de sortir. Je pense qu'il y a eu vraiment un plan qui a été prévu. Et le plan s'est déroulé à la perfection. Et là, ça on aime quand le plan se déroule à la perfection parce que ça a super bien marché du côté de Ben O'Connor. Et puis, c'est une victoire importante, une victoire sur une World Tour. Alors certes, on va me dire, c'est pas la plus grosse World Tour de la saison, oui, mais ça montre quand ton équipe a fait du bon boulot. Ça montre que le matériel fonctionne aussi, parce que c'est bien d'avoir des bonnes jambes, mais il faut le matériel qui suive. Et bon, vous allez me dire que je radote un petit peu, mais on s'aperçoit quand même que l'arrivée de Van Driesel, on a l'impression, c'est comme lorsque Sagan est arrivé chez Total. Ça a métamorphosé l'équipe. Quand Sagan arrive chez Total, d'un coup, Total, ils obtiennent des résultats. Et Van Driesel, le vélo change. Pareil, des gros résultats du côté de cette formation, donc super. Et puis gros travail encore une fois de Paré-Peintre et Prudhomme. Faudrait pas les oublier. Deuxième coureur au top, 4e de l'étape, mais qui avait fait également un gros contre-la-montre également hier, mais j'avais oublié en fait. Enfin, j'avais oublié. C'est que je ne l'ai pas vu dans le classement. Vous savez, je regarde le classement et puis je vois les noms. Et puis en fait, je sais pas, avec Max Poole, ça a pas matché dans ma tête. Mais hier, il fait déjà un gros chrono parce qu'il est dans le top 10 du chrono. Il est, je crois, un peu meilleur même que O'Connor, son chrono. Et là, aujourd'hui, encore une belle étape de Max Poole, qui est l'une des pépites de la DSM. Vous avez Oscar Onley, vous avez également Max Poole, ce sont des très très bons coureurs. Et il a fait vraiment une très très belle montée. Il a fait vraiment du très très bon job. Il se retrouve deuxième au classement des jeunes, derrière Van Wilder, qui avait fait aussi un super chrono hier, Van Wilder, mais Max Poole très très bien son début de course. Et là, ça va être intéressant parce que quatrième, il finit quand même devant Van Wilder, devant Riccitello, pas très loin de Jevine qui a fait un gros effort dans le dernier kilomètre. Donc vraiment pas mal pour Max Poole. On sait que c'est une grosse pépite, c'est un coureur qui a un contrat longue durée. Max Poole, le Giro et la Vuelta qui sont prévus, et je le trouve déjà en bonne condition physique Max Poole. Lui qui avait eu une Vuelta compliquée. Alors il avait gagné le contre-la-montre par équipe. Il y avait eu cette 4e place à la crosse de Linares, mais c'est vrai qu'au niveau du général, ça avait été compliqué pour Max Poole, qui avait perdu pas mal de temps sur les premiers jours de course. Mais c'est un coureur qui a fait 13e du dernier Dauphiné, 4e du Tour de Hongrie également, 4e du Tour de Romandie. Et on sait que c'est un coureur qui a un très bon profil, qui est très fort, même s'il n'a encore pas de victoire chez les professionnels, Max Poole. Mais ça ne saurait tarder. Et lui et Oscar Onley, c'est vraiment deux belles pépites. Et ça, c'est le renouveau également du cyclisme anglais avec Joshua Tarling aussi. C'est des coureurs qui ont 20 ans, 21 ans, qui sont très très jeunes. Il y a une belle génération aussi. Ethan Vermeulen, par exemple, du côté des Anglais. C'est pas mal en ce moment ce qu'ils propose l'Angleterre. Il y a eu un moment une génération vieillissante, mais là, c'est peut-être une sélection aussi qu'il faudra suivre. Et dans les années à venir, et Max Poole, très très bien. Lui aussi montre que la forme est là en ce début de saison. On poursuit avec Riccitello,
Bah lui, il fallait qu'il se refasse la cerise, Riccitello, contre la montre qui avait été très moyen. Il avait perdu 1 minute sur le contre la montre, Riccitello. Donc c'est vrai que je l'attendais un petit peu au tournant. Et ben, il est dans le bon premier groupe. Pourtant, il n'a pas vraiment été aidé par tous ses équipiers, Mathieu Riccitello, hein, notamment Georges Bennett, ça a été un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que je l'attendais un petit peu au tournant parce que 64e le premier jour. Bon, c'était du plat. 63e du chrono, là c'était un petit peu plus inquiétant. Donc 7e place aujourd'hui. Ça c'est très intéressant pour un coureur qui n'a pas encore de programme marqué sur Pro Cycling Stats. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal d'équipes maintenant, DSM, Israël aussi de temps en temps, qui ne marquent pas les programmes des coureurs à l'avance. Par peur peut-être que d'être suivi par les autres équipes et que les autres équipes décident de leur leader en fonction des leaders adverses. Mais voilà, Riccitello, j'attendais de voir ce que ça allait donner parce qu'il a eu quand même une grosse coupure, Riccitello. Il n'avait pas couru depuis août. C'est-à-dire que son dernier jour de course, c'était la dernière étape du Tour de l'Avenir où il était passé en plus à côté. Donc il finit la saison sur une mauvaise impression, parce que c'est vrai que cette dernière étape à Saint-Foy-Tarentaise où il perd le général, c'était un petit peu compliqué pour lui. Et derrière, il y a eu une énorme pause, mais des grosses ambitions pour Riccitello pour cette année, avec certainement la participation à un grand tour, comme l'année dernière pour le coureur d'Israël, qui sera leader et qui jouera, je pense, un maillot blanc, 21 ans. Mais Riccitello, derrière Sepkus, ça pousse du côté des Américains avec Mathieu Riccitello. Et puis, faut pas oublier également notre ami McNulty, qui n'est pas si vieux, hein, parce que McNulty, qui certes aujourd'hui a une journée moyenne, bien il n'a que 25 ans, il aura 26 dans le courant de l'année, parce que c'est un peu moins bien passé pour lui que hier. Pour McNulty, il finit avec Tobias Foss par exemple. Et puis je termine avec un dernier coureur top, ça va faire plaisir je sais à un des abonnés de la chaîne. Belle perf d'Alexis Forprost, lui il a 19 ans, le jeune coureur français qui est désormais chez Intermarché, qui fera le Tour de l'Avenir, le Giro Next Gen. Eh bien il s'est montré sur cette épreuve avec une belle 23e place. Il est au niveau d'un Jan Hirt, il n'est pas très loin de Jan Hirt, il est devant Tesfation, devant Torsten Trahen et devant surtout son leader du côté d'Intermarché. Il est devant Luis Mentiès. J'ai même appris que le deuxième prénom de Luis Mentiès, parce qu'ils l'ont affiché là à l'écran, je sais plus c'est quoi, mais c'était terrible. Le deuxième prénom c'est genre Louis de Raguenel Mentiès, c'est très drôle. Mais du côté d'Alexis Forprost, très belle performance du français qui finit devant son leader, donc ça c'est très intéressant. Lui qui a déjà fait 10e du Tour de Man en début de saison et 5e du classement des jeunes de cette même course. Il avait fini 11e du côté de la montagne verte, donc c'est-à-dire qu'il aime ce genre d'arrivée, même si c'était compliqué le Tour de Man cette année avec de la pluie, hein. Il y a eu des conditions climatiques qui ont été très rudes, ce qui arrive maintenant souvent dans le Moyen-Orient d'avoir de la pluie janvier, février, on a parfois maintenant des grosses périodes d'averses. C'est arrivé également sur le Dakar l'année dernière, en 2023. Coureur qui fera le Grand Prix de Denain, et puis il aura un programme également sur Liège-Bastogne-Liège U23, la Flèche Wallonne également, auquel il participera. Et puis Giro Next Gen et le Tour de l'Avenir, ça peut être une belle chance française pour le grimpeur français qui a déjà fini 2e l'année dernière du Tour de la Vallée d'Aos. Course intéressante derrière Darren Rafferty et devant Isaac Del Toro sur cette course-là. Et oui, il faut s'en rappeler, le coureur mexicain. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour aujourd'hui sur cette étape, eh bien on va commencer avec un néo-zélandais qui est désormais chez Israël, Première Tech. C'est un Bennett, mais ce n'est pas du tout Sam Bennett, c'est George Bennett. Eh bien, ça a été une journée compliquée pour George Bennett. Alors autant Riccitello, ça s'est bien passé, mais George Bennett, je le voyais autrement qu'en faire valoir de Riccitello sur cette épreuve.
Pour tout vous dire, je m'attendais plutôt à ce qu'il ait un statut de co-leader. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un mec qui a fait deuxième d'un Tour de Lombardie, George Bennett. On parle quand même pas d'un mec qui a fait que équipier. Il a aussi remporté un Tour de Californie dans sa carrière. Sauf que ça fait quand même depuis quelques temps, ces dernières années, enfin ces 2 années chez UAE, il a eu un rôle d'équipier, mais moi je me disais, putain, il rejoint Israël, bam, il va avoir un statut de leader chez Israël. Sauf que bah, pour le moment, c'est pas le cas. Je m'attendais vraiment à ce qu'il n'ait pas ce statut-là, George Bennett. Alors, est-ce que ça lui fait plaisir maintenant d'être équipier? Vous savez qu'au tout début de sa carrière, il était équipier. Hein, il a plus souvent été équipier que leader, George Bennett. Mais je me dis que c'est quand même dommageable parce que à la fin, chez Jumbo-Visma, il y a eu quand même des résultats dans sa période Jumbo-Visma. Là, je trouve que c'est un retour en arrière un peu. Ça m'attriste parce que chez UAE, je me disais déjà, bon, il aurait un statut vraiment de lieutenant de Pogacar, et puis il n'était pas le lieutenant du tout de Pogacar. Là, sur cette course, je me disais, ah bah, il revient aux affaires, il change d'équipe. Je me disais, ah, ça peut être une bonne chose, l'arrivée de George Bennett. On en avait parlé, je crois même lors de la présentation de l'équipe. Et pour le moment, bah, George Bennett, en fait, il a le même rôle qu'il avait chez UAE, le même rôle qu'il avait à la fin chez Jumbo, sauf dans une équipe quand même d'un standing moindre et avec des leaders. C'est pas Vingegaard, là, le leader, c'est pas Adam Yates. C'est un leader qui s'appelle Matteo Recitello, qui est certes un coureur en devenir, mais ça reste un jeune coureur en devenir. Je me dis, c'est dommage qu'il soit pas co-leader, quoi, qu'il puisse pas, enfin, qu'il joue pas sa carte. Alors, est-ce que il joue pas sa carte vraiment volontairement? Est-ce que c'est juste qu'il a plus envie d'avoir ce rôle-là, ou est-ce que c'est juste les gens qui ne répondent pas en ce début de saison et que les plans étaient différents pour sa formation? Moi, je dirais que c'est qu'il a plus envie d'être leader, enfin, qu'il se contente de ce rôle d'équipier. Et ça m'attriste un peu. Parce que George Bennett, je trouve que c'est un coureur qui a des qualités pour faire autre chose que seulement équipier. Deuxième coureur flop, Adam Yates. Hein. C'est le genre de chute qu'on peut avoir sur l'UAE Tour, qu'on peut avoir aussi sur des étapes de grand tour, parce qu'on a souvent des débuts de course qui sont très calmes sur l'UAE Tour. C'est pas la grosse bagarre comme on peut avoir sur l'étoile de Bessèges certaines années, qu'on peut avoir sur par exemple des classiques ardennaises à certains moments de la course. On sait que la course parfois se décante très tardivement et on peut avoir des journées très calmes, et on sait très bien que sur les journées très calmes, bien c'est souvent là où on a des grosses chutes et on a des leaders qui tombent. Ça a été le cas d'Adam Yates qui tombe à 40 bornes de l'arrivée, grosse chute, il met du temps à repartir, il repart pour abandonner à 10 km de l'arrivée. C'est dommage pour Adam Yates, ça semble être un trauma crânien. Trauma crânien, c'est toujours compliqué de donner une date de rétablissement parce que ça peut se remettre en 10 jours, 15 jours, comme ça peut être beaucoup plus compliqué pour se remettre. Il y a des coureurs qui ont été en difficulté avec des traumas crâniens, avec des situations physiques. En parlant de coureurs qui ont été en difficulté, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une interview de Nasser Boigny, je crois, dans l'équipe magazine, et de la femme de Nasser Boigny, qui est une actrice qui sera au César, qui est nommée au César, et il a indiqué qu'il portait plainte contre le Tour, les organisateurs du Tour de Turquie, suite à son accident qui a grosso modo causé l'arrêt de sa carrière à Nasser Boigny, cet accident lors du Tour de Turquie en avril 2022. On verra s'il y a des suites judiciaires et si ça fera jurisprudence pour certains organisateurs de courses qui font des erreurs. Mais du côté de George Bennett, c'est un petit peu triste, c'est du côté surtout d'Adam Yates, parce que j'en étais désormais à Adam Yates. Il va falloir quand même aussi se poser la question des traumas crâniens et des protocoles sur les traumas crâniens, parce que tant que ça ne sera pas un médecin indépendant qui dira si le coureur peut repartir ou si le coureur ne peut pas repartir, on aura ce genre de situation où on a un coureur qui repart pendant 20-30 km, qui n'est absolument pas apte à repartir, mais comme il est dans le feu de l'action, et qu'on sait que les coureurs cyclistes, dès qu'ils tombent, leur objectif numéro 1, c'est de remonter sur le vélo, et quand on a un trauma crânien, on est plus lucide, techniquement, eh bien, ça serait bien d'avoir quand même un protocole vraiment avec un médecin indépendant, où on prenne 2-3 minutes pour faire ce protocole,
à la voiture médicale et qu'on dit à ce moment-là, le coureur peut continuer, le coureur ne peut pas continuer. Là, potentiellement, il aurait pu revenir dans le peloton. Si ça avait été une étape de plat, il aurait pu revenir dans le peloton totalement, Adam Yates, et ne pas être en mesure de freiner, par exemple, sur un sprint, parce qu'il n'aurait pas été attentif. Et ça peut être donc très grave dans ce genre de situation. Ça peut provoquer des soucis pour le coureur, des blessures en plus pour le coureur, mais ça peut également avoir des conséquences pour les autres coureurs du peloton. Donc ça serait bien que les protocoles traumatisme crânien, ça soit pas le médecin de l'équipe, parce qu'on s'aperçoit que dans certaines équipes, les médecins ne le font pas correctement, que ça soit un véritable médecin indépendant, comme on a du côté du rugby. Et puis je poursuis avec deux coureurs qui ont été en difficulté aujourd'hui. Emmanuel Bourman, c'est quand même dur, Bourman, hein. C'est quand même très très dur. Ce mec-là était quatrième d'un Tour de France. C'est un peu comme Kelderman aujourd'hui, mais ce mec-là était hyper talentueux. Depuis sa quatrième place sur le Tour de France, il y a eu une septième place sur le Giro, mais en 4 ans, il y a une septième place sur le Giro et rien d'autre. C'est-à-dire quasiment sur les 4 dernières années, à part cette septième place sur le Giro, c'est un peu le néant Bourman. C'est très, très particulier. C'est la première fois que ça arrive avec un coureur comme ça. On a vraiment un coureur qui n'est plus au niveau qu'il a eu. Et pourtant, Bourman, il n'a pas 40 ans, Emmanuel Bourman. On parle d'un coureur qui a 31, 32, je ne sais plus, j'avais donné l'âge hier, qui a 31 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on a encore un coureur qui a un potentiel. Mais là, aujourd'hui, Bourman, il est en fin de contrat avec la Bora. Je ne vois pas dans quelle équipe World Tour majeure on voudra recruter Emmanuel Bourman. Parce qu'en termes de résultats ces derniers temps, il y a eu un titre de champion d'Allemagne, mais les dernières victoires de Bourman, il a été champion d'Allemagne en 2023. En 2020, il avait gagné également Serra des Tramontana en janvier. Mais depuis la Covid, c'est le néant, Bourman. Il a traversé une année 2020 très compliquée. 2021, c'était pas beaucoup mieux. 2022, il y a eu cette 7ème place sur le Giro, mais à part cette 7ème place sur le Giro, il n'y a pas grand-chose. 2023, encore une fois, il y a ce titre de champion d'Allemagne, mais le Tour d'Espagne, il n'est pas bon. Le Tour de France, il finit 21e en prenant l'échappée sur l'étape de la Reims. Mais ensuite, il n'est jamais dans le coup sur les étapes de montagne. Sur le Critérium du Dauphiné, il est 19e, mais sans être dans le coup véritablement sur les étapes de montagne. Pareil sur le Tour du Pays Basque. 9e de l'UAE Tour l'année dernière. Donc en plus, il avait réussi à être performant sur l'UAE Tour. Il n'arrivera pas à faire aussi bien cette année. Parce qu'il avait fini 13e à Jebel Jaïs. Cette année, il finit 33, hein, je crois. Donc c'est de moins en moins bien. C'est de plus en plus compliqué du côté de ce coureur. C'est vrai que c'est un peu triste quand on sait le potentiel qu'il avait. On se disait en 2019, ce coureur-là, dans les années à venir, ça sera un très très grand leader. Et au final, non, ça ne s'est pas converti après le Tour de France 2019. Après sa grande saison 2019, parce qu'il avait fait aussi 4e de l'UAE Tour et 3e du Dauphiné et 3e du Tour du Pays Basque. Donc c'est un petit peu triste aujourd'hui la situation d'Emmanuel Bourman. Et puis je termine avec un dernier coureur, c'est Kenny Elissonde. Là aussi je m'attendais à voir ce que ça pouvait donner Kenny Elissonde. Il est en difficulté, hein. Il est en difficulté, 30e de l'étape à 1 minute 15. Ouais, c'est pas du grand Kenny Elissonde aujourd'hui à 32 ans. Là aussi, on est sur un coureur qui joue peut-être sa dernière chance avec la Cofidis après des années chez Trek, un passage chez Sky. C'était l'équipier préféré de Christopher Froome. On est passé de l'équipier préféré de Christopher Froome à un mec qui fait 30e à Jebel Jaïs en étant leader de son équipe. C'est ça aussi difficile avec Kenny Elissonde, c'est que le mec était super bon chez Sky. Il était super bon à la FDJ, il était bon à la FDJ quand même, bon chez Sky. Les résultats ces dernières années, les résultats sont pas top, et en plus, quand tu regardes les courses, il est rarement excellent, Kenny Elissonde. Pour un mec, encore une fois, qui était hyper prometteur. Il a jamais réussi véritablement à passer le cap. Je pensais à un moment chez Trek qu'il serait leader. Quand il est arrivé chez Trek en 2020, il fait une bonne première année. Je me dis, il va pouvoir être leader. En plus, à ce moment-là, il avait
Il avait 28 ans, 28 ou 29 ans. Et puis, en fait, il a fait une bonne saison chez Trek. Ensuite, il n'a pas réussi à enchaîner. Là, je vais voir avec Cofidis, mais c'est vrai que son début d'année, mon 15e à Oman, 30e de l'UAE Tour, c'est pas exceptionnel. Surtout que le 30e de cette étape-là, Jebel Jais. Oui, 15e sur le Tour d'Oman, c'est pas fantastique, quoi. Très clairement du côté de Kenny Ellison. On regarde tout de suite l'étape de demain. On regarde tout de suite le profil de cette étape. Eh bien, ça sera une étape autour de Dubaï sur cette journée. Et il y aura énormément de changements de direction. On est sur des énormes routes, c'est des autoroutes du côté de Dubaï, 178 km. Alors, au niveau du paysage, ça va pas être incroyable, ça va être beaucoup moins bucolique qu'aujourd'hui. Mais voilà, une étape qui sera toute plate. Le pic est à 92 mètres d'altitude, donc autant vous dire que c'est que dalle. Mais surtout, comme vous le voyez là, tout ça, ce sont des changements de direction. Il y a énormément de changements de direction et énormément de grosses routes, des autoroutes, donc il faudra faire attention. Du côté de Dubaï, je vous ai montré la carte pour vous montrer que ça ne va pas arrêter de tourner un petit peu partout. Voilà, on va monter au nord de Dubaï, on va redescendre, encore une fois, tous ces changements de direction. Et faire attention du côté du sprint parce qu'on est sur le bord de mer, donc il peut y avoir pas mal de poussière dans cette zone-là aussi, et puis un petit peu de vent, mais énormément de changements de direction. Voilà, on part d'ici, Dubaï, pour monter, hop, on ira au sprint intermédiaire, il y a les 2 sprints intermédiaires, on descend, mais voilà, c'est un parcours qui va pas être évident, qui est très ramassé autour de Dubaï pour cette 4e étape. Eh bien nous, on se retrouve demain soir pour faire le débrief de cette journée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!